et à toutes, on se retrouve à l'INSARA Lyon afin d'interviewer M. Thierry Joly, un cryobiologiste. Nous allons lui demander en quoi consiste son métier, mais aussi son point de vue concernant la cryogénisation. A tout de suite. Bonjour Monsieur Joly, nous sommes aujourd'hui là pour vous interviewer à propos de votre métier, aussi de votre point de vue concernant la cryogénisation. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer en quoi consiste votre travail? Alors mon travail, en deux mots, je suis prof ici de reproduction et de génétique animale. Et dans ce cadre-là, j'ai une activité de recherche aussi sur tout ce qui est cryoconservation des ressources génétiques animales. En fait, on a une biodiversité qui est actuellement menacée chez les animaux. La biodiversité, ce n'est pas uniquement que les pandas ou les baleines ou autres, ou les tigres, c'est aussi toute la diversité génétique animale qui est élevée dans les fermes actuellement. Et donc, on a une diversité de races qui est en train de disparaître. Et donc, mon objectif, moi, c'est de savoir comment on peut faire pour conserver cette diversité animale. D'accord. Et vous êtes cryobiologiste? Alors, la conservation des animaux, ça se fait bien sûr avec les animaux in situ, donc animaux vivants. Ça, c'est la première approche. Mais en complément, il est important de pouvoir conserver dans l'azote liquide la diversité animale aussi. Pour des raisons, sanitaires, parce que si tu as un problème sanitaire, que tu es obligé d'abattre les cheptels ou les animaux, eh bien, quand on a le potentiel génétique conservé dans l'azote liquide, eh bien, c'est une sécurité vis-à-vis de l'avenir. Il peut y avoir des problèmes de peste, de grippe aviaire, qui t'obligent à abattre des cheptels. Et bien là, au moins, on a conservé la diversité dans les cryobanques nationales, dans la cryobanque nationale, donc dans l'azote liquide. Et puis, il y a un intérêt aussi patrimonial, parce qu'il y a des races qui n'ont peut-être moins d'intérêt actuellement, moins d'intérêt économique, mais qui sont importantes de conserver pour des raisons historiques ou patrimoniales. Très bien. Et puis, il y en a d'autres aussi qui ont une finalité aussi pour la recherche scientifique, recherche médicale, parce que des fois, tu as des gènes d'adaptation à des environnements. Et dans le cadre du réchauffement climatique, ces races qui ont peut-être été abandonnées peuvent être intéressantes de nouveau demain dans le cadre d'une modification du climat ou des pathogènes qui vont apparaître. D'accord, et vu que vous travaillez dans la cryoconservation, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous cryoconservez? Alors, quand on travaille à l'échelle des populations, sur les animaux, en fait, il y a trois voies de cryoconservation principales. Il y a la première voie, qui est la plus simple, c'est la voie mâle. Donc quand on parle de voie mâle, c'est plutôt celle qui concerne la congélation des spermatozoïdes. Donc tout ce qui est spermatozoïdes, on va les collecter soit par vagin artificiel, sur animaux avec la libido, soit alors par électroéjaculation, soit alors par sperme épididymère, qui sont collectés sur les animaux qui sont morts. Donc toutes ces formes de collecte existent, et après évaluation, on va les congeler directement dans l'azote liquide. Donc l'azote liquide, vous avez une cryobanque qui contient des spermatozoïdes qui vont être congelés. Une fois que les spermatozoïdes sont congelés, ils vont être congelés en paillettes. Ces paillettes, par exemple, là, c'est des paillettes de 0,25 ml. Je vais vous montrer la caméra. Donc, paillettes de 0,25 ml ou 0,5 ml, et l'éjaculat va être dilué et conservé, cryoconservé sous cette forme-là dans l'azote liquide. Et dans des bonbonnes de 50 ou 100 litres, vous avez plusieurs centaines de milliers ou de plusieurs millions, ça dépend de la taille des cubes, de paillettes conservées. D'accord, et vous conservez que des spermatozoïdes ou aussi des embryons? Alors, on conserve les spermatozoïdes, ça c'est pour la voie mâle. On a aussi une autre voie qui est intéressante, c'est sur la voie femelle. Alors par contre, pour la voie femelle, là c'est essentiellement des embryons qu'on va conserver. Alors les embryons, ça suppose qu'on ait supervisé les femelles avant, pour augmenter le nombre d'embryons produits, et on va collecter les femelles, donc laver l'utérus, les cornes utérines des femelles, rechercher les embryons, et après on les congèle dans l'azote liquide. Ça, ce sont des embryons qui sont produits in vivo. On a aussi des embryons produits in vitro, c'est ce qu'on appelle les embryons produits par fécondation in vitro, comme chez la femme. Donc c'est exactement les mêmes méthodes. Donc les embryons collectés ou produits in vitro, eux aussi vont être congelés. Donc on a des congélateurs programmables. Donc congélateur programmable, ça fait 20 cm de large, c'est pas énorme. Et vous allez avoir une descente en température progressive de ces cellules jusqu'à une conservation, à peu près, on descend jusqu'à -30, et après on les plonge directement à -196 degrés
Là aussi, ils vont être conservés dans l'azote liquide et ils sont conservés dans le même type de paillettes que la semence, par exemple. Donc c'est pas plus gros. Et là, on peut conserver 1, 2, 3, plusieurs paillettes suivant les espèces dans chaque embryon. Donc ça, c'est la deuxième voie mâle, voie femelle. Et une fois qu'on a la voie mâle et la voie femelle de conserver, à ce moment-là, on sait qu'on a conservé la diversité génétique animale. D'accord. J'ai une petite question. Allez-y, si vous voulez. Non. C'est tout simplement, donc pour les spermatozoïdes, on les met directement dans le cryoconservateur. Alors, ça c'est sur les méthodes. On a deux méthodes un petit peu différentes. C'est-à-dire que les cellules spermatiques et les cellules embryonnaires ne sont pas tout à fait de même nature et ne vont pas avoir le même comportement à la cryoconservation. En fait, quand on veut conserver, l'objectif, c'est d'arrêter le métabolisme, mais de façon réversible. C'est-à-dire qu'on a des cellules qui ont un certain métabolisme, on les diminue, on va ralentir, arrêter, et on va suspendre la vie. Mais après, il faut que ça se fasse d'une façon réversible. C'est-à-dire que quand on réchauffe, il faut que le métabolisme se remette en place. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut respecter. Et le deuxième point, c'est les dégâts physiques. C'est-à-dire que quand on met dans l'azote liquide, moins 196 degrés, tout explose. Qu'est-ce qui explose? L'eau se transforme avec des cristaux de glace, ça forme des cristaux de glace. Les cristaux de glace, ce sont des cristaux, des structures qui sont très acérées et qui vont liser les membranes. Vous avez dû voir les membranes plasmiques, membranes intracytoplasmiques. Et donc, ça veut dire que le deuxième inconvénient de la congélation, c'est qu'on va détruire les membranes des cellules. Les membranes des cellules sont détruites, c'est-à-dire que l'embryon, le spermatozoïde, n'est plus viable derrière. Et donc, pour essayer d'éviter la formation de ces cristaux de glace et pour arrêter le métabolisme sans choc métabolique particulier, on va utiliser des cryoprotecteurs. Et les cryoprotecteurs, par exemple, c'est ce qu'on met dans les voitures en hiver, c'est le glycérol qui va piéger les molécules d'eau libre pour éviter qu'il y ait trop de cristaux. Et c'est justement ces cryoprotecteurs, ils ont un impact nocif sur les cellules? Alors, il y a différentes méthodes. Quand on travaille jusqu'à 5% de cryoprotecteurs, c'est pas trop toxique. Sur la congélation des spermatozoïdes, on travaille toujours entre 5, 8% de cryoprotecteurs, que ce soit du glycérol, ou du DMSO, ou de l'éthylène glycol. Donc ça, c'est à peu près les concentrations de cryoprotecteurs. Après, c'est très simple. Pour congeler les cellules spermatiques, tu les mets déjà, tu ralentis le métabolisme en mettant les spermatozoïdes, la semence à 5 degrés. Parce qu'à 5 degrés, les spermatozoïdes vont être beaucoup moins mobiles. Et ensuite, on va rajouter le cryoprotecteur. On va laisser quelques minutes, ça dépend des espèces. Et ensuite, on va les mettre directement dans les vapeurs d'azote autour de moins 70 degrés. Et là, on est autour du point eutectique. Et donc, tu vas avoir les cellules qui vont se figer. Et ensuite, on met dans l'azote liquide. Donc, tu vois, c'est des paliers. On met d'abord à 5 degrés, on rajoute les cryoprotecteurs. Ça protège les membranes à l'extérieur, ça piège les molécules d'eau libre. Et après, moins 70, tu congèles. Et moins 196, l'azote liquide. À ce moment-là, on peut conserver pendant très longtemps les cellules dans cet état. Et vous avez une durée à peu près de combien de temps on peut cryoconserver ce type de... Alors, des expériences ont montré que quand les spermatozoïdes sont à moins 196 degrés, ils peuvent être conservés, alors on l'a montré, pendant plus de 50 ans chez les taureaux. Donc des spermes de semences de taureaux, des semences de taureaux qui ont été conservées dans les années 1950-55, ont été décongelés, utilisés en 2000 et quelques, et 50 ans après, on sait qu'il y a eu des veaux sans perte de fertilité de semences. Donc on sait que 50 ans, c'est fixe. Pour les embryons, on est autour de 40 ans après la congélation, on sait que les embryons sont toujours fixes. Et on sait qu'à moins 196 degrés, en fait, tu as simplement les radiations cosmiques, les radiations cosmiques qui peuvent avoir un effet un petit peu délétère sur quelques cellules, mais on a soumis l'équivalent de 2000 ans à l'équivalent de 2000 ans de conservation, une banque d'embryons et de semences, et après utilisation, on n'a pas vu de perte de fécondité, de fertilité de ces cellules. Ce qui veut dire que concrètement, oui, théoriquement, tu peux conserver pendant 2000 ans dans l'azote liquide. Tant que tu as de l'azote liquide, il n'y a pas de souci. Et après, l'utilisation, là, forcément, tu décongèles. Alors, quand on décongèle, on remet dans un bain-marie, avec de l'eau à 25-30 degrés. Et puis là, tu pratiques l'insémination artificielle. Insémination artificielle, et là, tu as un descendant. Tu obtiens les descendants des animaux qui ont été donneurs de sperme. Donc là, tu as les fils ou les filles.
Quand tu décongèles les embryons, là c'est pareil. Hein. Décongélation d'embryons, c'est tout ce qui est technique de transfert embryonnaire. Et technique de transfert embryonnaire, c'est tout ce qui est le débat actuel sur les mères porteuses. On prend une autre femelle, on va décongeler, on synchronise les cycles sexuels de cette femelle pour que l'embryon soit remis dans une femelle qui soit synchronisée. Et après, elle va développer le fœtus. Et là, tu vas voir par contre les descendants aussi. D'accord ? Donc là, ça te permet de sauvegarder la diversité génétique animale. Après, on a parlé des techniques de congélation de semences. Quand on passe sur les embryons, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, dans la cellule spermatique, tu as très peu de cytoplasme. Donc c'est pour ça que c'est par palier et c'est assez rapide. Tu fais gaffe au métabolisme, mais c'est assez rapide. Pour les embryons, ça veut dire que tu vas avoir une rentrée de cryoprotecteur, un équilibrage, des bains d'équilibrage, et après, il va falloir descendre tout doucement en température jusqu'à -30. On pourra faire un schéma après si tu veux. Donc là, c'est une nécessité d'un appareil. On a une autre méthode par vitrification. Mais en tout cas, la finalité, c'est qu'on conserve toujours les embryons dans les paillettes à -196. D'accord. Et après décongélation, transfert embryonnaire, Est-ce que, on va les descendre. étant donné que l'embryon est plus gros par sa taille Mmh. qu'un spermatozoïde, est-ce qu'on rencontre plus de problèmes pour la cryoconservation ou pas? Non. On a moins de casse avec les cellules embryonnaires qu'avec les cellules spermatiques. Spermatozoïdes, ça fait peut-être, ça dépend des espèces, ça fait à peu près 15 microns. Alors c'est vrai que le spermatozoïde chez les oiseaux c'est beaucoup plus gros, mais tu as 10-15 microns pour la tête de spermatozoïde, l'embryon il fait 100 microns. Donc tu vois, c'est un rapport de 1 à 10, sachant que la cellule à l'intérieur elle fera 10 microns, 10-15 microns de diamètre aussi. Donc c'est pour ça que on contrôle pratiquement mieux la congélation des cellules embryonnaires que spermatiques. Par contre, les spermatozoïdes, tu as plusieurs millions de cellules. Donc même si tu en casses 50% à la décongélation, tu en resteras suffisamment pour assurer une fécondation derrière. D'accord. Et j'ai une petite question. Lors de la décongélation, est-ce qu'il y a des pertes à ce moment-là? Est-ce que Alors, est-ce qu'il y a... Oui, on sait par exemple, pour les bovins, on a des congélations, on met 20 millions de spermatozoïdes dans chaque paillette. En fait, c'est simple. Hein. Tu congèles. Alors, si on fait avec les instruments, pour congeler le sperme, tu récupères le sperme avec un vagin artificiel. Par exemple, vagin artificiel, ici, tu as une partie avec un préservatif, et puis à l'intérieur, à l'extrémité, tu as le tube, et là, tu mets ça dans un fourreau. À l'intérieur, tu vas mimer les conditions à l'intérieur du vagin. Donc, il suffit de lubrifier, mettre de l'eau chaude, tu mets un peu sous pression, et ensuite, ce qui va provoquer le réflexe, alors ça c'est un dispositif, c'est un vagin artificiel pour bélier ou bouc. Donc tu vois, c'est petit luminant. Donc ça c'est pour un bélier. Après, il suffit d'attacher un mâle ou une femelle, et puis le réflexe de monte va être déclenché par un immobilisme. Donc les mâles, les béliers ou les boucs, voient une forme immobile devant eux, ils ont le réflexe de monte. Et à ce moment-là, tu mets le vagin artificiel et tu récupères directement l'éjaculat. Alors après, une fois que tu as récupéré l'éjaculat, tu vas dans un laboratoire. Après, tu récupères le tube. Tu vois, tu récupères ton tube. Et après, tu vas l'analyser directement sous microscope. Dès que la semence est de bonne qualité, peut être conservée, à ce moment-là, tu vas mettre tout l'éjaculat, tu le dilues, et tu vas mettre tout l'éjaculat dans ce type de paillettes. Et après, c'est ces paillettes que tu vas mettre directement sur des portoirs, dans l'azote liquide, donc au frigo d'abord, à 5 degrés, et ensuite dans les vapeurs d'azote, et après on stocke directement ces paillettes fermées dans l'azote liquide. Une fois que tu as besoin de les réutiliser, qu'est-ce que tu fais? Tu ressors la paillette de l'azote liquide. Après, ça c'est un pistolet d'assimilation artificielle, tu vois, pistolet, alors dans le sens où tu as un tube qui est creux et un poussoir. La paillette, tu la mets à l'extrémité du pistolet, et puis ensuite tu vas mettre la gaine au-dessus. Donc tu mets la gaine au-dessus, voilà, hop, tu mets la gaine au-dessus, tu vas sertir la paillette, et puis ensuite, eh bien, il suffit simplement de faire traverser au niveau d'une femelle ce pistolet à travers le cervix, donc le col de l'utérus. Et une fois que tu as traversé, alors chez la brebis tu ne peux pas traverser, tu poses à l'entrée du premier anneau. Une fois que tu es dans le premier anneau, à ce moment-là, tu vas pousser le pistolet
Et en poussant ce pistolet, tu vas pousser la paillette et tu vas vider complètement la paillette au fond du vagin ou dans le cervix. Ensuite, il suffit de retirer et ta femelle est inséminée. Donc ça, c'est la technique très simple de la congélation de spermatozoïdes. Et 5 mois après, chez la brebis, par exemple, ça te permet de récupérer des aliments qui seront issus d'un père dont le sperme aurait été congelé. Ça, c'est ce qui est utilisé pour les bovins, les ovins, les caprins, la plupart des espèces. Les oiseaux, c'est possible, les porcins, etc. Donc quand vous dites On que conserve pour la voie c'est mâle. utilisé pour la plupart des animaux, il y a des animaux pour lesquels cette méthode n'est pas possible? Toutes les espèces sont inséminées actuellement en France. D'accord. Que ce soit les oiseaux, les bovins, les caprins, les ovins. Alors avec plus ou moins de... Efficacité? Alors l'efficacité, les techniques sont relativement efficaces et sont bien maîtrisées pour la plupart des espèces. Alors il y a des espèces qui se congèlent un peu moins bien parce qu'il y a des problèmes au niveau des membranes plasmiques qui sont plus riches en cholestérol. Donc là, il y a des réactions différentes face à la cryopréservation. Mais l'utilisation de l'insémination artificielle dans les élevages français, c'est lié surtout à l'intérêt économique. Donc c'est utilisé par les agriculteurs pour... Oui. Pour être clair, plus de 90% des vaches laitières sont reproduites par insémination artificielle. Si on regarde les truies, les truies, la production porcine, c'est plus de 90% des portées qui vont être issues d'insémination artificielle. À côté, les vaches allaitantes ou les ovins, c'est un petit peu moins important, c'est 10-15%. Donc tu vois, la technique, les résultats sont les mêmes, mais il y a un impact économique qui est différent. Et concernant l'efficacité, vous m'avez dit qu'on a une bonne efficacité. Alors l'efficacité, on sait qu'on met 20 millions de spermatozoïdes, on en casse la moitié, il en reste 10 de mobiles. Et pour inséminer les vaches, par exemple, avec de la semence congelée, on est à 50% de taux de gestation. D'accord. Et les recherches que vous menez ou que vos collègues mènent, est-ce qu'on avance dans le taux Alors, dans ce taux? On peut avancer parce que, par exemple, la semence porcine se congèle très mal. Elle n'est pas utilisée en tant que semence congelée. Mais ça veut dire que les truies inséminées sont inséminées avec du sperme frais. Tu collectes un jour et tu as 3 jours pour utiliser l'éjaculat. Donc ça veut dire que là, tu ne peux pas conserver à très long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est conserver à très long terme. Et par exemple, chez les porcs, tu peux congeler des éjaculats de porc, mais tu sais que tu auras peut-être 20% de taux de gestation. C'est très faible. Alors, dans un but de production, tu n'as pas d'intérêt. Dans un but de conservation des ressources, oui, c'est intéressant, parce que tu sais que tu conserves 5 fois plus de paillettes et tu auras quand même une descendance. Et non, par contre, ce qu'il y a aussi, c'est que les recherches portent maintenant surtout sur une troisième voie, c'est plutôt la voie somatique. Donc, la voie somatique, c'est les cellules somatiques. En fait, c'est celles qui vont permettre de conserver aussi bien les mâles que les femelles qui n'ont pas été collectés avec le sperme ou qui n'ont pas donné d'embryon et qui meurent par un accident. Un animal qui est mort par accident, t'en fais quoi? Il est perdu. Avec les techniques maintenant, tu peux prélever un fragment d'oreille. Et dans le fragment d'oreille, tu as le cartilage de l'oreille et tu as les cellules de l'épiderme aussi. Et donc, au niveau de l'oreille, tout ce qui va être cartilage ou peau, ou l'épiderme, en fait, ça, tu vas les conserver. Tu vas couper en morceaux, tu vas faire, pas une bouillie non plus, mais tu fais des petits morceaux d'1 mm3, et ça, après, tu vas les conserver directement dans l'azote liquide. Là aussi, tu as moins 196 degrés dans l'azote liquide. Alors là, c'est fait dans des tubes. Là, on n'est plus dans les paillettes, là, on est dans les paillettes, là, on est dans les tubes, les cryotubes. Et on sait qu'après décongélation, on peut recréer ce qu'on appelle des cellules IPS. Qu'est-ce que c'est? Cellules IPS, ça veut dire Induced Pluripotent Stem Cells. Donc ce sont des cellules qui sont pluripotentes induites. En d'autres termes, c'est un peu ce qu'on appelle les cellules souches. Et ces cellules souches, elles sont intéressantes parce qu'elles sont capables de donner tous les types de tissus. Alors ça, elles sont très étudiées à l'INSERM parce que l'intérêt, c'est la thérapie cellulaire. Tu as un problème d'Alzheimer, avec les cellules IPS, il y a un pouvoir thérapeutique possible pour soigner.
tu as des problèmes au niveau du pancréas, tu as des problèmes au niveau cardiaque, tu peux faire différents types de cellules. Donc ça, ces cellules-là, tu as une voie thérapeutique. Hein. Grosso modo, c'est pour tout ce qui va être santé humaine. Tu as la voie thérapeutique. Par contre, intérêt, c'est que cellules de souche, tu peux faire aussi deux choses. Soit tu peux les utiliser en clonage. Donc ces cellules, elles sont totipotentes, elles ont tout le patrimoine génétique de la donneuse, ce qui fait que tu fais un clonage, et là tu vas récupérer l'individu. Donc c'est l'individu donneur. Alors tu vois, là, ici on était dans les descendants. Là, c'est l'individu donneur qui est mort accidentellement, que tu vas recréer. Donc c'est le principe du clonage. Donc, là, c'est la première solution. L'autre solution, c'est de dériver ces cellules iPS en cellules germinales. Et cellules germinales, eh bien, c'est ni plus ni moins que les spermatozoïdes ou les ovocytes. Et là, à ce moment-là, tu donneras des descendants. Donc tu vois, finalement, tu peux avoir des descendants avec un fragment d'oreille. Très bien. Et donc ça, c'est la nouvelle voie. Et l'intérêt, c'est qu'on a une technique qui est très simple, très peu coûteuse. Et pour ces étapes-là, c'est très facile. Tu prélèves un bout d'oreille, c'est comme quand tu vas faire un piercing. C'est pas plus compliqué. Un fragment de peau, 1 cm ou 2 cm², tu mets dans l'azote liquide, tu décongèles, on te le recrée. Ou alors, on lui donne des descendants. Et cette méthode, elle est à l'étude ou elle existe déjà? Alors, cette méthode est très étudiée pour la production de cellules iPS à l'INSERM à Lyon. Et donc, on travaille en collaboration avec eux, sachant que eux, la finalité, c'est la santé humaine. Hein. Et c'est essentiellement Alzheimer, guérir Alzheimer, Parkinson, toutes les maladies neurodégénératives. Donc, c'est pour ça que la santé humaine, c'est ça qui permet de produire les cellules iPS. Alors, nous, on participe au modèle, avec notamment l'espèce lapin. Et donc, c'est un bon modèle, mais pour étudier donc, et mettre au point ces méthodologies, ces nouvelles approches thérapeutiques. Mais on sait que si on a les cellules iPS, derrière, nous, on peut les utiliser par clonage ou en regreffant les cellules. Alors, bon, c'est un peu plus compliqué, mais on pourrait produire aussi des cellules germinales à partir. Et donc, on a des 3 voies possibles pour conserver la diversité animale. Très bien. Et pour les cellules iPS, pour l'instant, un clonage ou la création de cellules germinales n'a toujours pas été réalisée. Ah si. Si, ça a déjà été chez la souris. Chez la souris, concrètement, il y a eu des oreilles de souris qui ont été prélevées. Ils ont fabriqué des cellules iPS. Et à partir des cellules iPS, ils ont réussi à fabriquer des ovocytes qui, par fécondation in vitro ou insémination, je ne sais plus, ont permis de donner des descendants sur une autre mère porteuse. Donc ça veut dire que ça, sur la souris, ça a été fait voilà 2 ans exactement, en 2017. En automne 2017, il y a une publication qui a montré que oui, on peut produire des descendantes à partir d'une oreille de souris. Et autrement, par la voie spermatique, on n'a pas réussi à produire encore des spermatozoïdes, mais je crois qu'ils se sont arrêtés au stade de spermatocyte 2 ou spermatide. Donc toi, c'est pas des spermatozoïdes, c'est pas la spermiogénèse, mais l'étape juste avant, ça doit être des spermatides qu'ils ont obtenus, qui par fécondation in vitro ont donné des embryons. D'accord. Donc on en est là. Très bien. Maintenant, donc voilà les 3 voies. D'accord, ça c'est les 3 voies pour la cryoconservation des animaux. Alors après c'est plus compliqué, hein, parce oui, que tu vois, on peut conserver aussi des ovocytes ici. C'est une synthétisation de tout ce qu'on a, de tout ce qui peut exister. Et puis après c'est plus compliqué, parce que si tu as des ovocytes après, les ovocytes tu peux les congeler aussi. Avec le sperme, derrière il faut faire une fécondation in vitro, ou une ICSI, tu vois, qui est une technique qui permettent de reproduire des embryons et après transfert, donner des descendants. Donc tu peux tout coupler. Une fois que tu as des embryons qui sont congelés, les embryons qui sont ici, tu peux les cultiver et puis faire ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires. Les cellules souches embryonnaires, c'est pareil que les cellules iPS. Et actuellement, les cellules souches embryonnaires, c'est celles qui étaient utilisées pour la thérapie cellulaire. Après, le problème, c'est que ça pose des questions éthiques. Quel est le statut de l'embryon? Tu fais ça sur une souris, il n'y a pas de problème. Tu fais ça sur un homme, il y a une question éthique qui se pose. Donc, c'est pas que de la science. La cryobiologie t'ouvre aussi à tout un débat sur la physique, sur la physico-chimie, sur les aspects sanitaires, les aspects biologiques, cryobiologiques,
Et puis, quand tu as l'application, tu as l'éthique et la bioéthique, où tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et bah justement, ça me fait une parfaite transition pour notre sujet, la cryogénisation. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un point de vue, en vous appuyant sur les recherches que vous avez menées, est-ce que vous pensez tout simplement que la cryogénisation, c'est une méthode qui serait possible dans un futur plus ou moins proche? Alors, quand on parle de cryogénisation, c'est du corps entier. C'est ça. Donc ça, c'est par rapport au mythe de l'immortalité. C'est exactement ça. Alors, cryogéniser, on peut toujours conserver. Hein. Il y a un business actuellement qui se développe là-dessus. C'est un business qui s'adresse à des gens crédules et fortunés. Tu as les moyens, tu es crédule, bah oui, c'est comme si tu rentres dans une secte, ça c'est pas compliqué. Il y a de l'argent à se faire, il y en a qui s'en privent pas. Après, ça veut dire que la difficulté, c'est lié à ce que je t'ai dit tout à l'heure. L'arrêt du métabolisme de façon réversible, et puis après, de ne pas liser les cellules. Donc il faut des cryoprotecteurs. Mais les cryoprotecteurs, plus tu augmentes la concentration des cryoprotecteurs, plus tu as des effets délétères sur les tissus. Et ce qu'il y a aussi, c'est que tu as différents types de tissus dans un corps. Entre le tissu osseux, tissu endocrine et autres, c'est un comportement qui est complètement différent à la cryoconservation. Donc tu peux conserver, tu peux fixer. Tu mets on en a des fœtus, tu les mets dans le formol, ils sont entiers, hein, ils sont conservés dans le formol aussi. Tu vas les mettre dans un congélateur, dans l'azote liquide, ils vont être entiers. Est-ce qu'ils sont viables derrière? Ben, non. Après, conserver des organes, oui, tu pourrais conserver des organes. Alors après, quels sont les organes importants à conserver sur un corps humain? Bah, le cerveau principalement. Tu as le cerveau. Après, le reste du corps, il sert à quoi? Bah, pour l'instant, il sert à quelque chose, mais... Quoi? Bah, par exemple... Dans le corps, tu as quoi? Tu as le cerveau, c'est l'organe central, ça décide de tout. Après, derrière... Bah, la moelle épinière. La moelle épinière, oui, mais c'est parce que c'est quand tu veux bouger ou te mouvoir. Bah, refaire vivre une personne qui serait paraplégique, c'est pas l'idéal. Mais avec l'intelligence artificielle, avec les nouveaux appareillages, il n'y a pas de problème. Tu remets une tête sur un corps. Après, le cœur, pourquoi tu as un corps, tu as un squelette, c'est pour la posture. Le squelette, si tu veux, c'est tout ce qui est lié à la mobilité. Tu mets les muscles autour. Puis pour les muscles, tu as besoin d'énergie, donc il faut un système cardiaque qui va distribuer l'ensemble de l'énergie dans tous les muscles, qui va te permettre de bouger. Si ça s'est remplacé par une machine, tu n'as plus trop besoin. Donc vous êtes plutôt sceptique concernant la possible... Peut-être pas pour les cerveaux, parce que quand on parle du cerveau, c'est un tissu nerveux qui est constitué du même type de cellules. Donc on n'aurait pas déjà la multiplicité des organes à préserver. Le cerveau, ça risque d'être plus facile à faire. Très bien. Mais après, ça veut dire, est-ce qu'il va fonctionner, comment il va fonctionner derrière? On ne sait pas trop. Et déjà le cerveau, alors tu sais, après maintenant, alors après c'est une autre étude, hein, c'est l'homme bionique pratiquement, hein, c'est toutes les questions du transhumanisme, ça te renvoie sur une autre question. Mais après les vraies questions qu'on a, c'est quel est le statut de l'embryon, ou des spermatozoïdes congelés, ou de ces cellules, combien de temps on peut les conserver, quelle utilisation on a, qui en est propriétaire. Et c'est quoi l'organe qui est le plus difficile à cryoconserver, dont les cellules sont particulières, sont assez sensibles au froid? Alors après, je ne sais pas s'il faut raisonner en type d'organe. Tu vois, le jour où les organes pourront être cryoconservés, on n'aura plus les problèmes des donneurs. Ouais. Actuellement, il y a des reins qui sont en cours d'essai de cryogénisation. Et déjà, rien que pour le rein, c'est extrêmement compliqué. Actuellement, tu regardes toutes les greffes d'organes, c'est en tissu frais. Alors, tu peux conserver du tissu, mais les organes, pas trop encore. Les organes, c'est pourquoi qu'est-ce qui... Parce que tu as différents tissus dans les organes. Et c'est ça qui... La multitude des tissus. Et puis, tu as la régulation, le corps, en fait, c'est un ensemble de boucles de régulation qui est interdépendant. Hein. D'accord, très bien. Donc après, la cryonisation,
Oui, c'est un mythe. Et puis après, il faut partir du principe que tout organisme vivant, en fait, a une fin, tu as une vie finie. Hein. Alors après, le mythe de l'immortalité. Donc la cryogénisation pour l'instant, et même dans un futur, ça serait pas possible selon vous. Moi, je Il pense y a que trop de c'est un problèmes. business. C'est un business. C'est un business et on joue sous la peur des gens de mourir. Et voilà. Si tu veux pas mourir, de toute façon, un jour, tu mourras. Il faut se préparer. Hein. Après, tu as d'autres dimensions. Hein. Après, tu as d'autres dimensions à prendre en compte. Nous, on parle, la science est capable d'expliquer les phénomènes cryobiologiques, comment on peut conserver. Mais après, l'homme, c'est pas uniquement qu'une machine biologique. Tu as une dimension aussi qui va être plutôt spirituelle aussi. Chaque homme est différent, chacun a son histoire. Et donc, tu as une autre approche aussi. Puis dans l'échelle-temps, dans l'espace-temps, on n'est pas que le fruit de nos gènes. Hein. Ouais. Donc la cryogénisation, c'est quelque chose qui vous paraît compliqué à l'échelle... Techniquement, pour l'instant, c'est compliqué. Et peut-être qu'à l'avenir, oui, si on se concentre sur le cerveau, on pourra peut-être le faire. Mais à ce moment-là, le cerveau, c'est comme le clonage, hein, les animaux qui ont été clonés. Tu dis, tiens, c'est l'animal ici qui va continuer de vivre. Non. D'un point de vue génétique, oui, ils sont identiques. Mais ils n'auront pas la même histoire, ils n'auront pas le même environnement. Et l'histoire, ta propre histoire et ton propre environnement qui évolue, ça te module l'expression de tes gènes. Ce qui fait qu'à l'arrivée, tu as deux individus différents. Ils n'ont même pas trop de génétique, mais ils sont différents. C'est comme des vrais jumeaux. Alors si tu les habilles tous pareil, ils font tout en même temps et tout, c'est des clones. Mais si tu mets des vrais jumeaux dans deux endroits différents, avec une histoire différente et tout, ils auront deux personnalités différentes à l'arrivée. Moi j'ai une question. Si on arrive à conserver le cerveau et à le décongeler, est-ce qu'on n'aurait pas un problème par exemple pour garder les souvenirs parce que les souvenirs c'est quelque chose qui est assez, qui n'est pas concret au final. C'est stocké dans un endroit dans une partie de notre cerveau. Alors les souvenirs, c'est de la mémoire morte. C'est ça. Mais c'est quand même. L'intérêt c'est de conserver les compétences et le savoir-faire. Là après c'est peut-être pas forcément en conservant le cerveau que tu arriveras le mieux. Hein. Maintenant tu as les nouvelles approches de l'intelligence artificielle qui font que la machine est capable d'avoir une propre réflexion. Et le problème c'est pour les individus qui veulent vivre maintenant plus longtemps, la cryogénisation pour eux c'est la seule méthode qui leur permettrait peut-être qui leur laisse un espérer, qui leur permet d'espérer. Et, moi, à titre personnel, je trouve ça triste. Donc, c'est illusionne. Mais voilà, j'allais venir à vous, à titre personnel, est-ce que être cryogénisé, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou qui pourrait... Pas du tout. Pas du tout. Ah non. Moi, je vis chaque instant intensément, et pour être heureux, tu vis comme si demain ne devait pas exister. Comme ça, tu n'as pas de regrets, et puis si demain tu dois mourir, c'est que c'est mon heure. Mais je ne regrette rien. Mais par exemple... Mais je ne vais pas chercher à me perdurer. Et puis... Oui, mais ça c'est vrai. Mais là, on généralise. Mais par exemple, une personne qui est malade d'un cancer, et peut-être, on ne sait pas, mais dans peut-être 10, 20 ans, on saura guérir un cancer. Ouais. Pourquoi pas donner une chance à cette personne d'être cryo-conservée et d'être ensuite réveillée et pouvoir lui donner une vie qu'elle n'aurait pas, oui, c'est exactement ça, une vie qu'elle n'aurait pas eu l'opportunité de vivre à cause d'une maladie qui est venue comme ça. Alors ce qu'il y a, c'est que par rapport au cancer, tu ne peux pas prédire en fait l'évolution. Parce qu'il y a des gènes, effectivement. Tu sais, c'est le cas de ma femme, hein, elle était un cancer pendant 17 ans. On lui a dit que de toute façon, elle avait 3 ans à vivre. On l'a 17 ans. Elle a vécu 17 ans. Et tu dis, non, c'est cancer, dernier stade, donc toi, tu en as pour 6 mois. Donc tu vis, tu sais que dans 6 mois, tu vas mourir. Tu changes quoi? On n'a rien changé. Elle a vécu 17 ans. Parce que tu as l'environnement aussi, tu as d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. Puis les traitements, ça agit, mais tu sais pas exactement comment ça agit. Tu maîtrises pas grand-chose. Hein. Dans la maladie, face à la maladie, chacun réagit de façon différente. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, et après, des fois, tu as le gène, tu dis, oh là, tu as des gènes de cancer qui sont identifiés. Tu dis, tu as le gène de cancer, ça c'est grave. Et oui, des fois il s'exprime, mais des fois il ne s'exprime pas. Et c'est pas parce que tu as ce gène qui va s'exprimer.
Alors effectivement, la génétique, tu peux le transmettre à tes descendants. Mais après, ce qu'il y a aussi, il y a une nouvelle discipline qui apparaît maintenant, c'est l'épigénétique. Ce qui fait que, en fait, c'est des marques épigénétiques que tu vas avoir sur l'ADN qui vont faire que le gène, quand tu l'identifies, il est présent, mais comme il y a une méthylation, une éthénoxie ou autre, il ne va pas s'exprimer, il n'est pas traduit. Et donc ta gène, tu devrais être malade, mais normalement, ben, il n'est pas traduit. Donc on fait une analyse génétique, on dit tiens, toi tu as le cancer, t'es foutu en 3 mois. Mais non, il ne s'exprime pas, toi. Il ne va pas s'exprimer. Et donc c'est pour ça que la biologie et le corps humain est capable de s'adapter en permanence. Et donc c'est pour ça que intérêt de conserver, parce que demain on saura te guérir et tout, bon, tu vas peut-être attraper une autre maladie d'ici là. Après, ça peut être... Parce que là, on parle éthiquement, c'est discutable la cryogénisation. Des riches qui veulent vivre plus longtemps. Alors, on peut le voir. Discutable, moi je dis c'est un marché. C'est bien un business. C'est un business. On peut le regretter. Moi je trouve que c'est dommage, mais bon, s'ils pensent qu'ils vont être heureux comme ça, tant mieux pour eux. Oui, mais par exemple, je prends le cas d'une adolescente britannique qui a eu un cancer et qui allait qui a vu avec ses parents pour pouvoir être cryogénisée. Sa mère était d'accord, son père pas. C'est allé jusqu'à la justice britannique. Et au final, la fille a pu être cryogénisée aux États-Unis. Donc, et puis ils vont faire quoi après? C'est un pari sur l'avenir, la cryogénisation, et peut-être plus tard, puisqu'elle était dans un stade assez précoce. Donc c'est pas le cancer n'a pas eu le temps de se propager. Alors il y a des cas à l'hôpital à Grange-Blanche, où une fois quand on travaillait, parce que là je te parle de la voie femelle, il y a aussi la possibilité de travailler sur les cortex ovariens. Donc, cortex ovarien, c'est toute la zone corticale qui est autour de l'ovaire, qui renferme tous les oocytes et les follicules primordiaux et primaires. Donc, c'est tout ton potentiel reproductif qui est là. Donc, quand on dit de conserver les oocytes viennent du cortex ovarien. Donc là, la fille, elle avait 4 ans, elle est opérée, elle a un des 2 ovaires qui a été prélevé. Donc, c'était comme un petit poids. Et l'idée, c'était d'enlever toute la zone corticale, de congeler, et après de faire une greffe, une autogreffe, pour sauvegarder ton potentiel reproductif, ton potentiel héréditaire. Donc ça veut dire que, tu vois, sur des enfants malades, 4 ans, tu peux conserver un potentiel reproductif. Pourquoi? Parce qu'elle allait subir sûrement des traitements de chimiothérapie assez durs. Et ces traitements de chimiothérapie, en fait, c'est à base d'alkylan, et la chimio, ça te rend stérile. Donc ça te guérit, mais ça te rend stérile aussi. Et donc l'idée de faire ça, c'était de dire, une fois qu'elle sera guérie, on pourra quand même sauvegarder ce potentiel héréditaire. Est-ce que ça a marché Alors je sais pas, parce que ça fait maintenant une dizaine d'années, la fille, elle doit avoir 14 ans, si elle est encore vivante. Donc tu vois, on ne sait pas. Donc ça, oui, il y a des choses qui peuvent être faites. Après, la reconstituer ou la refaire naître et la guérir, les gens veulent y croire. Et quand tu as un enfant malade, je conçois facilement qu'on veuille y croire. Mais il ne faut pas s'attacher, il faut après qu'il ait le sens de la vie. Quoi. Quelle vie tu veux, quel type de vie. Je crois qu'on ne peut pas mentir aux gens. Donc là, voilà pour les cortex. Et puis après, pareil, tu parlais de judiciarisation, c'est une des dérives aussi actuellement, et notamment avec le statut de l'embryon, les embryons qui sont congelés. Voilà quelques années, tu avais un couple de milliardaires australiens morts dans un accident de voiture. Ils avaient fait accident d'avion. Ils avaient fait une démarche de fécondation in vitro, ils avaient 4 embryons congelés dans la banque, prêts à être transférés. Alors, quel est le statut de ces embryons? Ils étaient milliardaires, héritiers, milliardaires potentiels. Il y a une partie de la famille qui a dit « Ah ben non, les embryons, on va les détruire. » Bah oui, parce que tu les détruis comme ça, toi tu captes l'héritage. Puis les autres qui n'étaient pas héritiers, ils disaient « Ah ben non, ces embryons, ils les ont voulu, ils sont héritiers, donc on va trouver une mère porteuse, et puis c'est les enfants qui vont hériter de la fortune de leurs parents. » Et donc tu vois, il y avait des intérêts après financiers énormes. Quel est le statut de l'embryon? Est-ce que c'est un amas de cellules ou est-ce que c'est un enfant potentiel? Ça, c'est une vraie question qui se pose pour l'espèce humaine.
Et l'éthique dans votre travail quotidien, est-ce que ça joue beaucoup? Est-ce que parfois vous vous dites faire des clones, essayer d'aller plus loin que ce que la nature a voulu au départ, ça pose pas des questions, est-ce que ça vous fait réfléchir parfois? Alors, il y a deux choses. Moi, je travaille sur le domaine animal, uniquement que les animaux. Alors, ça va, effectivement, je travaille grosso modo, du cobaye, puisqu'on a travaillé sur les cobayes au Pérou, quand même, à la conservation des ressources génétiques du cobaye au Pérou. Je travaille pas mal sur lapins, bovins, ovins, caprins, les animaux de ferme. Et puis on travaille aussi sur quelques animaux sauvages. On a fait des lions, on a fait des girafes, on a fait des alpagas, des huigognes, tu vois, des choses un peu à la marge. Quand tu travailles sur des animaux, que ce soit du sperme, des embryons, ça ne pose pas trop de problèmes. Après, quand tu décongèles, on ne génère pas vraiment de souffrance animale, c'est pas de l'expérimental. Et nous, à chaque fois qu'on le fait, c'est dans un but de sauvegarde de la diversité animale. Donc c'est pour ça que ça se justifie. Après, quand on fait du transfert embryonnaire, ça veut dire qu'il faut des mères porteuses, des receveuses. Chez les animaux, ça ne pose pas de problème. Actuellement, chez les hommes, c'est ce qu'on appelle les mères porteuses, la GPA. La GPA, c'est ça. Hein. Donc c'est exactement les mêmes techniques qu'on peut appliquer chez les animaux, chez les hommes. Sauf que quand on utilise ces technologies, pour être clair, pour l'animal, c'est pour conserver ou faire de l'amélioration génétique. Ces techniques-là, tu les utilises aussi chez l'homme. Alors par contre, est-ce que tu peux faire de l'amélioration génétique chez l'homme? Là, tu vois, tu as une question éthique. Donc c'est là qu'il faut mettre la différence. L'amélioration génétique, les catalogues de mâles, les catalogues de femelles, tout ça, on maîtrise très bien. C'est en routine maintenant. Tu l'appliques à l'homme, amélioration génétique de l'espèce humaine, là, ça pose question. Les mères porteuses, bah oui, tu as quand même des relations entre la mère, le fœtus, le droit de l'enfant. Tu trouves une mère porteuse, tu peux la payer, tu peux l'acheter. Même pour l'enfant, au final, ça va être compliqué. Après, là, je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pas parce que techniquement c'est possible qu'il faut le faire. Donc c'est quelles règles on se donne. Au niveau français, on n'est déjà pas d'accord. Au niveau européen, encore moins. Au niveau mondial, non. Puis tu rajoutes les intérêts financiers derrière, et puis voilà, tu n'as pas de position commune. Par exemple, donc c'est pour ça que l'éthique, oui, c'est des choses qui ne se posent. Les questions ne se posent pas de la même façon chez les animaux que chez l'homme. Par exemple, aux États-Unis, où l'éthique c'est quelque chose qui peut paraître un peu moins important, on autorise plus de choses, est-ce que vous pensez qu'en France, on doit s'inspirer de ce modèle-là, ou vous pensez que non, il faut vraiment se poser de réelles questions avant de permettre des méthodes qui laissent... En fait, il y a deux approches différentes. Les Américains ont plutôt une approche pragmatique. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas trop, on le fait. Puis si on voit qu'on a fait une erreur, par contre, on change très rapidement. Mais tout ce que tu peux imaginer, tu vas le mettre en œuvre. Donc il n'y a pas trop de règles. C'est celui qui court le plus vite. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, on fait autrement la prochaine fois. Ça bouge très vite. En Europe, on a plutôt une approche, comment on dirait, plutôt peut-être déontologique. C'est-à-dire que tu bases d'abord sur des principes. La vie est sacrée. L'embryon, pour l'instant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on progresse plutôt comme ça. Donc on progresse plutôt moins vite. On va s'interdire des techniques, des techniques ou des services qui même techniquement sont... Parce que le transfert embryonnaire, c'est techniquement maîtrisé. Hein. Mais... Faire de la fécondation in vitro, un bureau comme ça, tu as une salle où tu collectes les ovocytes, tu fais les étuves pour fabriquer les embryons, tu as une équipe de 3 personnes, 6 mois de formation, tu es opérationnel, tu fais du transfert chez les femmes. Hein. À 10 000 € le bébé, 15 000 €, il est vite rentabilisé ton labo. Il faut 100 000 € d'investissement. Donc tu vois, tu en fais 10, il est rentabilisé. Et les gens qui sont comme ça, il y en a plein. Tu ne le fais pas en France, c'est interdit. Tu vas en Israël, tu vas en Belgique, tu vas en Espagne. Il n'y a pas de loi là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Et vous pensez la méthode qui serait la plus pertinente, c'est avoir une approche comme celle des États-Unis ou celle de la France et plus généralement... Je pense que l'Europe n'est pas les États-Unis. Et c'est encore différent de la culture asiatique ou du sud-est asiatique. Par exemple, en Asie, le clonage... Le clonage humain, ils l'ont fait. Après,
une fois que tu as les cellules même, une fois que tu as ce type de cellules, tu peux génétiquement les modifier. Génétique, tu prends des cellules iPS, tu les modifies génétiquement, tu les reproduis par clonage, tu as ton individu, tel que tu as voulu. Mais donc, Les techniques de CRISPR-Cas9, ça permet de modifier génétiquement cette cellule. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as, c'est pour ça que c'est assez clé, hein, une fois que tu as ces cellules-là, tu fais ce que tu veux. Alors nous, on travaille à ce niveau-là. On sait que dès qu'on les a, celles-là, par clonage, on peut constituer un individu, cette voie-là nous intéresse. Mais c'est tout. mais parce que vous avez répondu à moitié à ma question, Mm. États-Unis ou la France dans l'éthique, dans la manière dont elle aborde des sujets qui sont parfois... Moi, je me sens plus proche de la France. C'est-à-dire, moi, je serais du genre de dire, techniquement, on sait faire, et c'est pas parce que techniquement, c'est au point que ça doit être un marché qui passe... Et le marché de l'embryon ou de la reproduction humaine, avec l'environnement et tout, on sait qu'on a de plus en plus de baisse de fertilité, il y a de plus en plus de gens qui en ont recours, mais après, derrière, c'est comment tu considères ça? Comment tu considères l'enfant? Et moi, il me semble qu'un bébé à tout prix, non, on ne peut pas. Pour moi, je pense que je ferais passer le droit de l'enfant avant le droit d'être parent. C'est pas un droit d'être parent. C'est une opportunité. Enfin, oui, c'est une chance déjà. C'est vrai. Mais je pense que le droit de l'enfant est plus important. Après, sinon, tu peux créer toute une génération. C'est peut-être une évolution de la société qui se fera peut-être, mais qui est peut-être pas souhaitable. Parce que derrière ça, en fait, la grande question, c'est de dire que l'enfant, c'est plus un enfant qui doit être respecté en tant que tel, en tant qu'individu, mais ça devient une chose, une marchandise. C'est ça qui... Voilà, c'est ce qu'on peut appeler en fait la réification de l'enfant. Pour revenir à la Réification, c'est oui, pour voilà, revenir à la c'est cryogénisation, une chose, quoi, ça devient une la- marchandise. les principaux problèmes les principaux problèmes éthiques que la cryogénisation pourrait amener, quels sont-ils? Alors, le principal problème, c'est au niveau de l'embryon pour l'instant. Le sperme congelé, les questions, c'est on congèle, on sait que c'est viable. Ce qu'on a dans les caisses, on sait que c'est viable. Il y a des milliers d'embryons congelés humains. On a des milliers d'embryons bovins, caprins, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne pose pas de question. Par contre, chez les humains, à qui il appartient cet embryon? À qui il appartient? Est-ce que c'est aux parents? Est-ce que c'est l'hôpital qui l'a fait? Toi, tes parents, tu es infertile, tu as recours à des embryons de fécondation in vitro, il y en a de plus en plus. Hein. Tu as 10 embryons, tu transfères les 3-4 premiers, tu as 2 gosses, 3 gosses. Monsieur, madame, il vous reste 4 embryons congelés, 5 embryons, on en fait quoi? Ah, tu as déjà tes 3 gosses, 4 gosses, t'en veux plus. Il y en a qui ont divorcé aussi entre-temps. Qu'est-ce que tu fais? Certains veulent garder les enfants, d'autres veulent les jeter. À qui ils appartiennent ceux-là? Qui prend la décision? Alors on dit, est-ce que c'est un enfant potentiel? Bah, si tu reconnais l'embryon comme un enfant, c'est-à-dire que l'avortement qui se fait jusqu'à 10 semaines, bah, tu reviens sur les lois de l'avortement. Les gens ne veulent pas ça non plus. Alors tu dis, bah, c'est qu'un amas de cellules, donc je fais ce que je veux. Et ben non, c'est pas complètement un amas de cellules. Tu peux pas faire toutes les expériences que tu veux sur un embryon. Et après, tu sais que sur 4 embryons congelés, tu sais que tu as un gosse. C'est à peu près ça le taux. Hein. Tu as 4 de congelés, tu sais que tu auras un enfant pour un être. C'est le taux de viabilité. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce que t'en fais de ces enfants? À qui ils appartiennent? Ces embryons, à qui ils appartiennent? Qui a le droit de décider de leur destinée? Combien de temps tu les conserves? Tu conserves 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans? Pour les embryons congelés dans les années 80, t'en fais quoi? Et puis après, si tu dis, ben tiens, tu as la limite de conservation, ça c'est comme le yaourt, ça c'est périmé. Tu les jettes, t'en fais quoi? Ça pose de vraies questions. Ben, tu peux les donner. Tu peux faire une adoption d'embryons. Tu peux les vendre. Ben, ta femme est bien foutue, toi t'es pas mal, caution intellectuelle, toi, tu fais catalogue, ça c'est comme... c'est pas comme L'amour est dans le pré, mais c'est comme les émissions, là, les jeunes, là, que vous regardez, là... Tu choisis sur catalogue, hein, ça, c'est bankable. Et hop, tu te payes des belles vacances derrière. Est-ce que ça, c'est possible ou pas? Ou est-ce que tu les jettes? Et ça, c'est les vraies questions qui se posent. Et
il y a des réponses qui sont assez dures à apporter. Spermatozoïdes un peu moins, parce que, tu vois, c'est les gamètes. Sur les ovocytes, ou cortex ovarien, on peut considérer que c'est comme les gamètes. Donc il y a peut-être moins, c'est pas un individu constitué. Pour ces fragments de peau ou de cartilage, tu peux les décongeler. C'est pas pour ça que tu as un gosse derrière. Hein. Ça veut dire qu'il faut de la technologie derrière, de la santé, tu peux les utiliser différemment. Mais par contre, pour l'embryon, ça c'est des vraies questions qui se posent. Après l'embryon, tu peux le sélectionner aussi. Parce que là, je t'ai parlé des embryons congelés. Maintenant, dans l'industrie bovine, les embryons que tu produis, tu vas ponctionner quelques cellules et tu vas congeler tous les embryons. Et les cellules ponctionnées, tu vas essayer de les génotyper pour voir le potentiel génétique qu'ils ont. Est-ce que c'est mâle, femelle? Est-ce que ce sera des baumes laitières? Est-ce que ce sera de la kappa-caséine? Est-ce que c'est un animal qui résistera à certaines maladies? Donc tu arrives à caractériser l'embryon. Et une fois que tu as les caractéristiques, tu dis tiens, cet embryon est bon, celui-là n'est pas bon. Bah, tu vas transférer le bon. Et après, il suffit de décongeler et tu transfères que les bons. Ça, c'est des outils de sélection. Tu peux faire ça sur l'homme aussi. Est-ce qu'il aura Alzheimer? Oui ou non? Est-ce qu'il aura la mucoviscidose? Oui ou non? Et après, c'est ça le problème éthique qui se pose aussi au moment du généton. Quand on parle, c'est de dire, bah, tiens, tous les enfants qui sont les enfants du Téléthon parce que, mais en fait, ils seraient nés quand même, ceux-là. Ceux qui naissent plus, c'est ceux qui vont être malades de la mucoviscidose. C'est Grégory Le Marchand, je crois, ou Marchal. Le Marchal. Un gars vous savez qu'il a eu une mucoviscidose, et ça veut dire que lui, il a quand même vécu 20 ans, ou un peu plus, ou pratiquement 20 ans. 20 ans, ça veut dire que si on a eu au stade embryonnaire qu'il a une mucoviscidose, celui-là, on l'aurait jeté. Donc finalement, Grégory Le Marchal ne serait jamais né. Bon, je pense que des fois, en 20 ans de vie, il a peut-être été plus un modèle pour les jeunes que d'autres qui ont vécu 100 ans. Hein. Donc c'est pour ça qu'après, c'est le sens de la vie. Ça te renvoie un peu au sens de la vie aussi. Alors l'immortalité... C'est quelque chose qui vous parle vraiment pas. Non, moi je trouve que ça fait partie de la vie, tout simplement. Comment? De mourir, ça fait partie de la vie. Ah bah oui, complètement. Donc, puis heureusement, moi je dirais heureusement, parce que d'un point de vue génétique, heureusement que c'est pas tout le temps les mêmes qui occupent la Terre. Il faut que ça soit ta génération suivante, il faut que ce soit d'autres générations. Moi je suis pas pareil que la génération de mes parents, de mes grands-parents, et j'espère bien que mes descendants, mes arrière-petits-descendants, auront d'autres façons de vivre, d'autres façons. Après, garderont des valeurs. Hein. Les valeurs d'honnêteté, le travail, oui, il y a des choses importantes. Ça c'est culturel que ce que tu transmets. Mais c'est à eux de préparer leur vie, c'est à eux. Et c'est une vie libre qu'il faut avoir. C'est pas une vie programmée où je fais comme si, je maîtrise tout. Non, non. À partir du moment où tu cherches à maîtriser ta vie, tu passes à côté. Donc si on essaye de faire un récapitulatif de ce qu'on a dit pendant ça va être compliqué. Cette interview, c'est vrai. Mais pour l'instant, la cryoconservation des animaux, c'est une méthode qui est complètement maîtrisée. Ah oui, complètement. Les spermatozoïdes pour toutes les espèces. Et je répète, mammifères, oiseaux et poissons. On conserve, on sait conserver. Les embryons de mammifères, la plupart des embryons de mammifères peuvent être conservés, avec plus ou moins de succès. Alors, chez les bovins, succès très élevé. Chez les porcins, succès faible. Mais ça suffit dans un but de cryoconservation. Cortex ovarien, c'est une autre approche. Cortex ovarien et ovocytes, là, bon, c'est un peu plus fragile, mais ça se développe beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a une demande de société. J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, je suis une businesswoman, je conserve mon stock d'ovocytes, et quand j'aurai mon ascension sociale réussie, je me mettrai à faire des gosses. Ou je ferai par fécondation in vitro, je serai porté par la voisine. Donc tu vois, ça c'est... Là, il y a une demande. Mais c'est relativement bien maîtrisé, il y a des nouvelles méthodes de vitrification qui apparaissent. Et puis, les cellules somatiques, ça c'est très très nouveau. On sait qu'on peut conserver les cellules de peau, les cellules de cartilage. On sait les décongeler, les récupérer. Après, c'est la transformation en cellules IPS, qui soit IPS réelles, vraies cellules souches. Une technologie qui est encore améliorée, et qui est améliorée, mais dans un but de dériver ces cellules en thérapie cellulaire. Mais ces cellules,
pour nous, ça ira pour le Là, clonage. vous avez parlé de la méthode de vitrification. Est-ce que vous Oui. pouvez nous en dire plus sur le principe et Ouais. quelle est la différence entre une congélation, on va dire, assez On va effacer, on va faire banale, autre chose. c'est ça, et la différence entre ces deux méthodes qui sont opposées et en fait tout simplement que la vitrification est une amélioration des méthodes qu'on utilisait avant pour conserver les... Alors, c'est pas forcément une amélioration, c'est une autre approche qui est différente. Le principe de base quand tu congèles, c'est que à chaque fois, tu dois stabiliser les membranes, donc piéger les molécules d'eau pour éviter les cristaux de glace, et puis en même temps, tu dois arrêter le métabolisme. Alors, quand tu regardes un embryon, en fait, tu as ton embryon, tu as plusieurs cellules à l'intérieur. Ce qui fait, c'est que quand tu l'as collecté, en fait, cet embryon, tu vas le mettre dans un milieu qui contient des cryoprotecteurs. Donc cet embryon, tu as un stade morula blastocyste, tu le mets dans un cryoprotecteur qui, bon, et grosso modo, c'est 10% de glycérol, ou d'éthylène glycol ou autre. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets un embryon dans 10% de glycérol? Ça veut dire que tu as une pression osmotique qui est plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça veut dire que tu vas avoir une sortie d'eau. Donc tu vois, tu as de l'eau qui sort, et puis tu as du glycérol qui va rentrer. Et quand tu regardes la contraction, tu sais que l'eau va sortir plus vite que le glycérol ne rentre. Donc les cellules vont se contracter. Donc quand tu mets l'embryon dans une solution cryoprotectrice, tu le laisses pendant 10 minutes, grosso modo 5-10 minutes, et ça correspond à une sortie d'eau et une rentrée de glycérol. Donc l'eau sort plus vite, donc il se contracte, et le glycérol va rentrer plus lentement, donc il prend la place, et tu retrouves à peu près ton volume. Hein. Après, une fois que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est que ton embryon, il a 10% de glycérol à l'intérieur. Tu es d'accord? Tu as 10% de glycérol à l'intérieur, 10% à l'extérieur. Le glycérol, le rôle, ça va être de piéger les molécules d'eau. Ensuite, tu vas le mettre progressivement, tu vas descendre progressivement jusqu'à -7. À -7, donc si tu regardes la température, tu vois, tu as la température à peu près, température, tu travailles à 20 degrés, tu le mets à, tu fais tes variations, 0 degré, et après, alors tu as -7, autour des -7 degrés, et après tu as -30 degrés, et après c'est -196. Voilà l'échelle de température, et là tu regardes ce qui se passe en fonction du temps. Alors, la cinétique est relativement simple, c'est-à-dire que dans un premier temps, les embryons, ceux-là, tu les mets à 20 degrés, et puis tu vas descendre en température jusqu'à -7. Qu'est-ce qui se passe? Ton embryon est toujours à 10% de glycérol. Et après un -7, tu vas attendre à peu près une dizaine de minutes, 10-15 minutes, peu importe, ça dépend des espèces. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas induire la cristallisation. À ce moment-là, à -7, il est toujours à l'état liquide. Tu vois? Là, il est liquide. Par contre, à un moment donné, parce qu'à -7 degrés, avec le glycérol, toi, ta température, c'est -7, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Température dans ta voiture, elle est toujours liquide. Hein. Par contre, quand tu touches, tu vas toucher la paillette. Donc, tu touches la paillette avec quelque chose de très froid. Tu vois, de congelé. Et ça veut dire que tu vas induire la cristallisation. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ton embryon, oh là, je te passe devant, ton embryon, en fait, eh bien, tu vas induire avec le froid des cristaux de glace. Tu es d'accord? Oui. Donc tu as des cristaux de glace qui vont être induits et qui vont croître de cette façon-là. Le fait de croître, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu as du glycérol à l'intérieur, tu as toujours du glycérol à l'extérieur, ce sont les molécules d'eau libre qui vont se libérer, mais dans ta solution, tu as des sels minéraux, tu as des solutés, tu as du NaCl, etc. Eh bien, ces sels vont se concentrer encore plus autour de l'embryon. C'est-à-dire que tu as la même quantité de sel, mais au lieu d'être dilués, tu vois, tu as des sels qui sont dilués dans la solution, là. Ils sont dilués, mais quand 2, 4, 6, tiens, 2, 4, 6, tu as la même quantité de sel dilué dans l'ensemble de la solution, mais tu auras la même quantité de sel, mais dilué dans un volume beaucoup plus faible. Quelle est la conséquence de ça?
et bien là, ça veut dire que la pression osmotique va augmenter. Et si la pression osmotique augmente, et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien tu as l'eau qui va sortir. Et tu as encore de l'eau qui va sortir progressivement de l'embryon. Et donc c'est pour ça qu'après, tu vas refroidir tout doucement jusqu'à à peu près 0,5 degrés minute. Tu fais 0,5 degrés minute, tu redescends tout doucement jusqu'à moins 30. Et on estime qu'à moins 30 degrés, l'embryon est suffisamment déshydraté, donc tu continues l'augmentation des cristaux de glace, la pression osmotique augmente, et tu sais qu'elle est suffisamment déshydratée pour être plongée dans l'azote liquide. Et après, tu plonges directement la paillette dans l'azote liquide. Et après, il peut être conservé pendant très très longtemps. Voilà le principe de base de la cryoconservation. Alors après, pour être clair, si on regarde la pression osmotique, on parlait de pression osmotique, là, tu as une pression osmotique de 0,3. Ouais, c'est 0,3 osmoles à peu près. Un embryon dans l'utérus, c'est 0,3 osmoles de pression. Quand tu le mets dans 10% de cryoprotecteur, 10% c'est à peu près 1,5 molaire. Donc si, même si ce n'est pas tout à fait vrai, ça veut dire que grosso modo, là, tu es à 1,8 osmoles. D'accord? Donc ça veut dire que 0,3 en référence, ici tu es à 1,8 osmoles. Tu vois, tu es déjà beaucoup plus contraint. Donc tu es à 1,8 osmoles, et là, on considère que tu es à 18 osmoles. À moins 30 degrés, tu as 18 osmoles. 60 fois plus de pression osmotique que dans l'utérus. Tu vois un peu ce que l'embryon est capable capable de résister. Et une limite à laquelle l'embryon il saigne? Alors la limite, c'est quand tu as des cryoprotecteurs, tu as trop de cryoprotecteurs, après, ça veut dire qu'il va trop se déshydrater, et s'il se déshydrate trop, ça veut dire que tu as 3 types d'eau en fait à l'intérieur de la cellule. Tu as l'eau libre, celle-là elle est dangereuse parce qu'elle va faire les cristaux de glace. Tu as de l'eau liée, qui peut être en partie piégée, mais qui est en partie sert au métabolisme. Donc si tu prends celle qui peut être piégée en partie, ça va, mais si tu tapes dans celle qui sert au métabolisme, c'est foutu. Et puis après, tu as l'eau de structure. L'eau qui sert pour la structure, pour la fluidité et tout. Donc celle-là, c'est une eau de structure, donc celle-là, tu n'y touches pas du tout. Et c'est pour ça que quand tu considères la déshydratation, il ne faut pas descendre à 40% du volume initial. Tu vois, un volume de 1, si tu descends à 0,4, ça va. Si tu descends en dessous de 0,4 en contraction, tu sais qu'il y a de l'eau nécessaire et vitale qui est sortie. L'embryon est foutu derrière. Même s'il bouge toujours, les membranes sont intactes, ça veut dire que c'est l'effet qu'on appelle l'effet solution. Et les cryoprotecteurs, ils se fixent aux molécules d'eau libre. D'eau libre, d'accord. Très bien. Donc voilà. C'est comme ça que ça. Donc ça, c'est le principe de base de la congélation lente. D'accord. Donc on maîtrise la croissance des cristaux, on a un appareil tout doucement, et après on plonge dans l'azote liquide. La vitrification, c'est une autre approche, c'est-à-dire qu'on on va chercher à déshydrater, on est toujours pareil. Par contre, au lieu d'avoir une congélation lente, en fait, pour la vitrification, ce que tu fais, c'est que tu mets dans 10% de cryoprotecteur. Autre étape, tu vas mettre dans 20% de cryoprotecteur. Donc, ton embryon est dans 20% de cryoprotecteur. Donc là, tu es autour de 5 minutes. Là, tu es toujours de 2 minutes. Et les cryoprotecteurs, après, tu es obligé de faire des mélanges. Parce qu'ils sont toxiques. Donc après, ça va être peut-être glycérol plus DMSO. Ou plus éthylène-glycol. Ou différents cocktails. Pour éviter la toxicité. Tu es à 20%, et la dernière étape, tu mets dans du 40% de cryoprotecteur. Alors, l'intérêt de mettre les embryons dans 40% de cryoprotecteur, là, tu vois, c'est de l'ordre de 2 minutes, c'est très rapide. Là, c'est moins de 30 secondes. Donc là, tu peux laisser grosso modo 5 minutes, ouais, c'est à peu près ça, 5 minutes dans 10%, 2 minutes dans 20%, et puis moins de 30 secondes dans du 40% de cryoprotecteur. Par contre, ce que tu fais, c'est qu'une fois l'embryon, tu le mets dans ce type de milieu, 40%, là tu le mets en paillettes, ou pas en paillettes, ou tu mets directement dans l'azote liquide. Parce que là, après, le passage, c'est directement dans l'azote liquide, et dans l'azote liquide, à moins 196. Le passage, quand tu as 40% de cryoprotecteur, avec moins 196 direct, tu n'as plus de cristaux de glace. Tu n'as plus de formation de cristaux de glace. Tu n'as plus de cristaux de glace. Par contre, tu as ce qu'on appelle un verre.
un verre ou une pâte qui est amorphe, sans cristaux physiques. Tu n'as pas de cristaux physiques, tu n'as pas de liaison cellulaire. Tu fais moins de 30 secondes, tu n'as pas de choc métabolique aussi exceptionnel. Et donc c'est pour ça que tu as une vitesse de refroidissement, c'est plusieurs milliers de degrés par minute. Tout à l'heure on était à 0,5 degrés minute. Là on a plusieurs milliers ou dizaines de milliers de degrés minute. C'est-à-dire que tu passes de 20 degrés à moins 196 d'un coup. C'est tellement rapide, pas de cristaux, tu as une production de verre, et c'est pour ça qu'on appelle ça la vitrification. La cellule avec ce procédé reste intacte. La cellule est intacte, comme figée en fait. C'est là où la vitrification est plus intéressante que la congélation lente. Oui, à condition de maîtriser cette étape, parce que je te dis moins de 30 secondes, c'est même 20 secondes. Et là, il faut aller vite. Et là, c'est très dépendant de l'opérateur. Donc voilà les deux méthodes qui se développent, qui peuvent être prises en compte. Après, ça dépend de... Pour être clair, chez les bovins, on a les mêmes résultats après des congélations des embryons vitrifiés ou congelés en congélation lente. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Quand on a un ou deux à faire, c'est plus rapide. Quand on a 50 ou 100 comme chez les lapins à faire dans la journée, tu prends une congélation lente parce que ça va mieux. Très bien. Voilà les approches. Donc tu vois là, c'est de la physique, c'est de l'échange, c'est de la thermodynamique aussi. Il y a tout un tas de facteurs. Oui. Très bien. Donc maintenant, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur la cryoconservation. Oui. Encore autre chose à aborder? Non, c'est bon, je pense qu'on a tout abordé. Maintenant, je pense qu'on peut conclure là-dessus. En mot de la fin pour dire ce que vous pensez de la cryogénisation et conclure là-dessus. Alors peut-être la cryobiologie. La cryobiologie, effectivement, c'est une science biologique à part entière qui est obligée de travailler avec d'autres disciplines. On a vu, ça traite la physique, la chimie, la biologie. Après, quand on est sur le transfert, c'est aussi les études vétérinaires et pathologiques. Donc ça veut dire que c'est une science qui est un peu à l'interface de différentes disciplines, transdisciplinaires, dont la finalité est quand même de suspendre la vie, mais de façon réversible. Alors après, c'est quel type de vie on peut suspendre? La semence, c'est facile. L'embryon, c'est pas trop mal maîtrisé. Les cellules somatiques, on peut les maîtriser. Les tissus et les organes, c'est en voie de recherche, parce que l'application, c'est dans le transfert, c'est dans les greffes, finalement, les dons de greffes. Le corps entier, techniquement, c'est pas encore possible. On peut mettre dans l'azote liquide, ça c'est pas dur, hein. Il suffit de fabriquer de l'azote, après, c'est pas compliqué. Mais après, la finalité, est-ce que, même si techniquement c'est possible, est-ce que c'est souhaitable ou réalisable? Je pense que la science, c'est bien de progresser dans les connaissances. Après, il faut quand même avoir un regard sur l'application aussi. Mais la science, c'est le boulot des scientifiques de faire progresser. L'utilisation, c'est un débat qui doit être collectif et de société. Et donc c'est pour ça que, il n'y a pas que les scientifiques qui doivent s'emparer du débat, ni les politiques. C'est pas un problème des réseaux sociaux non plus, mais ça mérite une réflexion collective quand même, et argumentée et éclairée. Très bien, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview. Eh bien, désormais notre interview est finie et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.